plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4. Evolis. Vous allez kiffer la gestion. Et tenter de vous expliquer comment justement on va sélectionner ces évolutions, parce que comme vous avez vu, on en a énormément. Et on essaye tant bien que mal d'y répondre avec l'équipe qu'on a aujourd'hui. Alors, je vais juste récupérer ce que je dois récupérer. Donc tout d'abord, pour bien comprendre comment on s'organise, il faut tout d'abord que je vous fasse un petit focus rapide, parce que bien sûr l'agilité, ça prendrait des heures à expliquer. C'est pas du tout le but de ma présentation, mais sans expliquer comment être agile et pourquoi on a décidé d'être agile, ça sera compliqué de comprendre la suite. Alors, pour expliquer ce qu'est l'agilité, je vais commencer par le manifeste agile. Donc, qui a été édité en février 2001 par 17 personnes, donc c'est aux États-Unis, par 17 personnes spécialistes du développement logiciel qui se sont réunies pour débattre de leurs méthodes respectives. Donc, leur constat était de dire que le traditionnel cycle de développement en cascade ne correspondait plus aux contraintes et aux exigences des organisations en évolution rapide, ce qu'on peut appeler les startups ou les scale-up. Donc, c'est là qu'est né le manifeste agile et ce qu'on peut appeler aussi plus vulgairement les méthodes agiles. Donc, le manifeste s'articule autour de 4 valeurs donc, que j'ai repris ici et 12 principes que je ne vais pas forcément reprendre une par une. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le site que j'ai mis en bas en source, en bas à gauche, du manifeste agile. Alors, il existe dans quasiment toutes les langues du monde. Je vous l'ai mis en français. Donc, les 4 valeurs qui sont fondatrices, ce qu'ils disent d'abord, c'est pour ça que je les ai mis en avant, c'est qu'ils reconnaissent les valeurs des seconds éléments, mais ils privilégient les premiers. Alors, je vais un peu détailler ce que ça veut dire. Donc, par exemple, la première valeur, c'est les individus et leur interaction plus que les processus et les outils. Là, je récupère un principe qui évoque cette notion. C'est que la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à une équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci, c'est le dialogue en face à face. Donc, en gros, il vaut mieux que les personnes discutent entre elles plutôt que ça discute via des outils, les meilleurs outils du monde ne pourront jamais remplacer ça. Alors, même si c'est à prendre avec des pincettes, puisqu'on a tous vu que durant le confinement, on a quand même réussi à travailler à distance via des écrans interposés, tout ça. Bon, souvent, on voit que quand même allumer sa webcam et téléphoner à la personne, c'est quand même plus pratique que uniquement de chatter sur Slack ou sur un autre sujet. Mais nous, c'est ce qu'on va privilégier. On va privilégier vraiment les individus et leurs interactions. Ensuite, des logiciels opérationnels plus que de la documentation exhaustive. Là, l'idée, c'est que la seule mesure d'avancement, c'est d'avoir un logiciel opérationnel. Donc, même si on a une super doc, nous, chez Evolis, on essaye d'avoir, on l'a vu sur la partie API, d'avoir une doc la plus exacte possible. On passe beaucoup de temps à maintenir nos pages d'aide, mais on le fait, là, on le voit par exemple dans le What's New. On a une version qui est sortie lundi. Bon, on n'a toujours pas mis le What's New à jour, mais parce qu'on préfère faire une livraison propre plutôt que d'avoir toute la doc, même si, comme le répètent les valeurs agiles, c'est quand même un élément qui a quand même de la valeur. Ensuite, on a la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Alors, c'est pas vraiment le cas pour nous, parce qu'en tant qu'éditeur, on n'a pas de développement qui sont commandés par nos clients. C'est à nous de prendre nos choix. Mais par contre, ce qu'on va privilégier chez nous, c'est que les utilisateurs et leurs représentants, ce qu'on appelle aussi les parties prenantes, et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Là, on revient un petit peu à la valeur au-dessus, c'est que les personnes qui font doivent être au courant et doivent être en contact, alors, le plus possible en direct, avec les parties prenantes ou les utilisateurs. Ensuite, on a l'adaptation au changement, plus qu'un suivi d'un plan. Donc là, c'est une valeur fondamentale. L'idée, c'est d'accueillir positivement tous les changements de besoin, même tard dans le projet.
tant que ça sert le produit, tant qu'on dégage toujours de la valeur sur le produit. On reviendra dessus sur la notion de valeur. Mais là, l'idée, c'est de se dire, on a prévu de faire telle chose. Si on se rend compte que c'est pas efficace ou c'est pas adapté ou que c'est pas du tout le besoin auquel on va répondre, mieux vaut tirer le frein à main, couper tout, changer de direction et aller dans une autre direction, plutôt que de s'entêter à proder quelque chose et que ça soit pas ce qui est du tout attendu. Alors c'est très compliqué à faire, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, rapidement, vraiment très rapidement sur la partie agilité. Alors dans l'agilité, donc dans les méthodes agiles, il existe plusieurs cadres méthodologiques. Donc nous, on a choisi Scrum parce que c'est celui qui répond à la plupart des préconisations du manifeste agile. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre méthodologique Scrum, donc qui n'est pas une méthode agile, c'est un cadre méthodologique, est un processus empirique, c'est-à-dire qu'il se base sur l'expérience du terrain et des faits connus. J'ai un truc qui a popé, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Naïs, c'est bon? Oui, on t'entend toujours, pas de souci. Ok, bon, j'ai un truc qui m'a sauté au visage en Zoom. Donc c'est un processus empirique, donc ce que je disais, c'est qu'il se base sur l'expérience du terrain et des faits connus pour prendre des décisions. Donc là, j'ai mis une définition, enfin la définition de Scrum. Donc c'est un cadre de travail, un framework, au sein duquel les acteurs peuvent aborder des problèmes complexes et adaptifs en livrant de manière efficace et créative des produits de la plus grande valeur possible. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est quand même de livrer de la valeur au client et pas de se faire plaisir en termes de dev ou en termes de produits, en s'imaginant que le client veut ci ou veut ça. Bon, il faut être centré sur le client. Donc rapidement aussi, je vais essayer de présenter Scrum. Alors c'est assez complexe de présenter Scrum dans le temps qui me sera imparti, mais je vais au moins passer sur les grandes notions. Donc notamment les 3 piliers avec la transparence, l'inspection et l'adaptation. Donc sur la partie transparence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà avoir un langage commun. Il y a une notion qui s'appelle la définition de fini, la définition of done pour les anglophones. Ça, c'est un concept sur lequel l'équipe de Scrum, donc on verra tout à l'heure qu'il y a l'équipe de développement, mais l'équipe Scrum qui contient tous les rôles, doit parler de la même chose. Donc ça reprend un peu ce qu'on fait pour ceux qui font un peu de la voile ou qui sont marins. C'est que sur un bateau, il faut que quelque chose s'appelle pareil pour tous les membres du bateau. Faut pas qu'on se pose de questions. Là ils reprennent exactement ce système-là dans Scrum. Et donc, il faut que tout le monde soit aligné sur cette définition de fini. C'est-à-dire que quand on dit que quelque chose est fini, tout le monde sait ce que ça veut dire. On ne va pas se poser la question, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça? Donc, on peut quand même, on a des testeurs chez nous qui sont assez taquins sur cette partie-là, mais normalement, tout le monde sait ce que ça veut dire fini. Ensuite, on a la partie pardon, inspection. Donc là, c'est qu'on doit s'inspecter régulièrement. Alors, les artefacts qu'on verra un peu plus tard, mais aussi l'objectif de sprint. Donc c'est un état d'avancement. Est-ce que ce qu'on est en train de créer, est-ce que ça respecte vraiment l'objectif qu'on s'est fixé initialement? Et donc du coup, ça serait l'idée de l'inspection tout au long du processus, c'est de détecter les écarts qu'on aurait entre la valeur qu'on veut proposer au client, l'objectif qu'on a défini pour y arriver et ce qu'on a réellement fait. Et ensuite, l'adaptation. Donc là, ça reprend clairement la valeur qu'on a vue avant sur la partie manifeste agile. Donc là, c'est si une dérive est constatée pendant l'inspection, c'est qu'on doit de suite s'adapter et pas attendre que ça nous tombe dessus ou d'être pied au mur. C'est dès qu'on constate quelque chose, adaptons-nous. Et ça nous a bien servi, nous, pendant le confinement, pour résoudre pas mal de problèmes sur nos méthodes de développement, sur la gestion du support. Parce moi, j'ai essayé, je suis le sponsor numéro 1 de l'agilité dans la société. Et donc, au soir du confinement, je dis, bon, on se targue d'être agile. Eh bien, on va tout faire pour s'adapter à la situation, à la nouvelle situation, et de toujours proposer de la valeur à notre client. Ensuite, on a 3 rôles. Je vois le temps qui défile. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je crois que j'ai une demi-heure, c'est ça Oui, c'est ça. Tu as jusqu'à 13h15. Ok.
Donc, le rôle du product owner, donc appelé aussi le responsable, enfin, le propriétaire du produit en français. Donc, on appelle aussi le PO. Donc, lui, il est responsable de maximiser la valeur du produit. C'est le seul responsable de la gestion du backlog. Le backlog, c'est ce qu'on peut appeler aussi la roadmap, donc la feuille de route. C'est tous les items en fait qui sont demandés par les clients. Et ça, c'est très important. C'est une seule personne et ce n'est pas un comité. Ensuite, on a le rôle du Scrum Master. Donc lui, c'est le garant de l'application du framework Scrum. Lui, il est focalisé vraiment sur l'équipe Scrum. Il doit aider tout le monde à connaître la théorie, à les mettre en pratique, à suivre les règles et les valeurs de Scrum. Et ensuite, on a l'équipe de développement qui se compose de personnes multi-compétences. Donc là, l'idée, c'est d'avoir pas forcément que des développeurs. Ça peut être des testeurs, ça peut être des UX designers, ça peut être des ops, donc ce qu'on appelle aussi des administrateurs réseau ou système. Voilà, c'est une équipe de développement qui est normalement capable, en toute autonomie, de créer l'incrément, le produit qu'on a décidé. Donc ensuite, on a 5 événements dans la partie Scrum qui sont importants. On a donc le sprint qui contient tous les autres événements. Et tout est timeboxé. Donc tous les événements dans Scrum, alors timeboxé, c'est des boîtes de temps. C'est-à-dire que par exemple, pour un sprint, le Scrum Guide préconise 4 semaines maximum. Nous, chez Evolise, on est à 1 semaine. Toutes les semaines, on déroule les 4 événements que je vais vous présenter, et ce, toutes les semaines. Donc, on a le premier événement qui est la planification. Donc là, c'est le PO, donc le Product Owner et l'équipe de développement qui définissent ensemble les items, enfin, les fonctionnalités qu'on veut mettre dans la prochaine version, enfin dans le prochain incrément. Je reviendrai après sur la notion d'incrément et de version. C'est là où ils négocient et ils discutent sur les items pour bien comprendre tous les aspects. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on a un système de notation. Alors ça, c'est pas forcément dans le Scrum Guide, mais c'est une pratique qui s'appelle le poker planning. C'est-à-dire qu'on a une suite de cartes dans les mains et chacun va estimer selon des points d'histoire. Par exemple, cet élément de la fonctionnalité représente un poids de 3, un point d'histoire de 3. Et ensuite, on va les comparer entre eux. Et c'est là où on va détecter, par exemple, que nous, au-dessus de 5, on considère que c'est beaucoup trop gros et qu'il faut le redécouper. Si à un moment donné, un des développeurs pose un 8, on va rentrer en négociation, en discussion, pour dire pourquoi toi tu imagines que c'est 8. Et à contrario, peut-être qu'un autre développeur dira non, pour moi c'est un 1, c'est très faible, parce qu'en fait c'est quelque chose déjà qu'on connaît dans l'application, on va se rattacher dessus, mais la personne qui a mis un 8 pourra avoir identifié un problème majeur. On verra plus tard un peu tous les aléas qu'on peut rencontrer tout au long du produit. Voilà, donc là l'idée c'est de rentrer dans une discussion pour que l'équipe de développement comprenne bien quel est l'objectif du sprint. Et c'est là d'ailleurs où on va définir un objectif, donc un sprint qui peut durer de quelques heures à 4 semaines. Chaque fois qu'on démarre un sprint, on a forcément un objectif sur lequel on va se rattacher tout au long du sprint. Ensuite, on a la mêlée quotidienne, aussi appelée Daily Scrum Meeting. Donc là, toute l'équipe de développement se réunit tous les matins. Alors chez nous, c'est tous les matins, mais ça peut être n'importe quand dans la journée. Chez nous, c'est tous les matins à 9h15, pendant 15 minutes, pas plus. Donc là, c'est pareil, c'est toujours quelque chose qui est à maxima comme ça, où on répond à qu'est-ce qu'on a fait la veille, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, quels sont les obstacles que l'on va rencontrer, qui va nous permettre de ne pas forcément faire ce qu'on veut faire. Et ensuite, on a la revue de sprint, c'est un peu ce qu'on a présenté ce matin à 9h30 avec François, donc sur ce qu'on a développé, c'est là où on confronte un peu aux parties prenantes l'incrément qu'on vient de faire. Et ensuite, on a la rétrospective. Là, c'est le moment pour s'inspecter et s'adapter. Donc voilà rapidement un résumé de tout ce que je viens de dire sous forme d'une image. Alors, maintenant, la question, c'est comment construire le bon produit? Parce que finalement, le manifeste agile ou le cadre méthodologique Scrum ne nous garantit pas de créer le bon produit. Et quand je dis bon produit, je parle de ce qu'on appelle le product market fit. C'est-à-dire, est-ce que notre produit rencontre son marché?
Nous, on a identifié cinq aspects qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un espèce de dosage entre les différents aspects pour justement essayer d'avoir ce fameux product market fit. Donc nous, on a notre vision déjà. Donc notre vision, vous la connaissez tous, c'est de vous faire kiffer la gestion, de vulgariser la gestion d'entreprise. On a les aspects techniques. Donc là, c'est plutôt avec l'équipe de développement qu'on va voir ça. C'est est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est faisable? Alors, même si souvent on dit, attention, dans le monde, des gens sont capables de faire décoller des fusées, on est capable de faire n'importe quoi dans le produit. On a quand même un héritage, nous, applicatif qui date de 10 ans. L'idée, c'est aussi qu'on compose avec et qu'on essaye aussi de le faire évoluer pour garder en fait les dernières technos et pour être le plus compétitif possible, pour éviter les erreurs des anciens éditeurs qui sont souvent empêtrés dans des vieilles technos et ils trouvent plus de développeurs pour les maintenir, donc ça devient de plus en plus compliqué. Donc l'enjeu ici est de composer entre faisabilité, maintien de l'existant, l'évolution technologique et la dette technique, qui est aussi un vaste sujet. Ensuite, on a la satisfaction client. Alors je ferai un focus un petit peu plus loin sur cette partie-là. C'est en gros, c'est l'écoute client. On considère que nous, écouter notre client, c'est primordial, toujours en étant pragmatique, puisqu'on sait que le client n'a pas forcément toujours raison, il faut toujours doser. Ensuite, on a les opportunités, qui peuvent être les opportunités du marché ou les appels d'offres, et être à l'écoute du marché. Et ensuite, nous, on a la notion réglementaire, alors qu'on a pris il y a 2 ans, je crois, 3 ans, sur la NF 203 avec la loi contre la fraude à la TVA. Là, l'idée, c'est de prendre ça pas comme une contrainte, justement, et d'essayer de se dire, bon, qu'est-ce que ça peut ajouter comme valeur au produit et d'essayer toujours de répondre au mieux et de ne pas rajouter des contraintes aux clients. Donc, forcément, la modification d'une facture, c'est une contrainte que tout le monde a subie, mais par rapport à la loi, on n'a pas le choix. Justement, comment satisfaire son client? Donc là, je vous explique un peu comment nous on sera organisé comment on s'organise pour le faire. Donc d'abord une petite définition. Donc l'écoute client, c'est le processus qui consiste à recueillir et à analyser tout ce que les clients ont à dire par rapport à une entreprise, une marque ou un produit, et ça aide à déterminer les écarts éventuels qui existent entre les attentes, les expériences et ce qui est réellement vécu en fait par le client. Donc déjà, nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut déjà se mettre en condition, en position d'écouter son client. Et donc, bon, c'est aussi un vaste sujet qu'on pourrait passer des heures à l'expliquer. Nous, on a identifié aujourd'hui 5 points de contact qu'on a avec nos clients pour faire cette écoute client. C'est qu'on a notre service client, donc vous avez tous quasiment au quotidien au téléphone ou par chat ou par mail. Nous, on les place vraiment au cœur de notre organisation et on les sollicite souvent quand on doit prendre des décisions en termes de produits pour savoir comment ça peut être perçu par le client. Comment ils sentent la fonctionnalité, est-ce qu'il faudrait la modifier, est-ce qu'il faudrait arranger quelques mots. Des fois, c'est uniquement du wording pour que le client comprenne bien la fonctionnalité qu'on a voulu développer. Ensuite, on a notre club utilisateur qui, pour l'instant, est réservé uniquement à nos clients cabinets comptables, qu'on fait 2 à 3 fois par an depuis 2017. Donc là, on essaye de faire ça en petit comité avec une dizaine de personnes, en essayant de faire tourner un peu les différentes personnes. Là, le but, c'est de mutualiser les demandes et de trier ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Ensuite, on a notre chef de projet déploiement, donc qui, d'ailleurs, je crois qu'elle le fait vers 16 heures ou un petit peu avant. C'est Stéphanie qui va montrer notamment la manière de déployer Evolis dans des cabinets. Donc forcément, son intervention à Stéphanie. D'accord. Donc elle, forcément, elle est un peu ce que le premier rempart comme le support client. Elle a énormément de sollicitations aussi, et en plus, on utilise nous son expérience en cabinet pour apporter un peu la dimension comptable à ces demandes. Ensuite, on a la sprint review, donc c'est l'événement que je présentais tout à l'heure, où là aussi on prend un peu les retours de nos clients en direct par rapport à ce qu'on livre. Et ensuite, on a les rencontres physiques sur les salons, les congrès. Par exemple, on fait le congrès de l'Ordre des experts comptables depuis 2011. On a fait le salon de l'entrepreneur cette année en février.
Voilà, donc là, c'est l'idée aussi de pouvoir nous rencontrer en direct. Donc, les objectifs sont multiples par rapport à l'écoute client. Aujourd'hui, ça nous permet donc de détecter et anticiper des problèmes, donc détection de bugs, de mauvaise utilisation de l'application ou de mauvaise compréhension, d'évaluer de nouvelles idées, en annonçant notamment ce qu'on va développer, en testant des discours et autres, d'améliorer l'intention de nos clients. L'idée, c'est de savoir pourquoi ils partent ou ce qui leur manque, de proposer de bonnes fonctionnalités, d'identifier les vrais besoins des clients, et surtout de mesurer la satisfaction ou l'insatisfaction. Donc, on a parlé du backlog et de la manière d'ordonner justement son backlog. Donc, le backlog, c'est une liste ordonnée de tous les éléments identifiés comme nécessaires au produit. Globalement, l'exercice qu'on a fait juste avant avec Nicolas et François, donc là, on est nourri de beaucoup d'items. L'idée, c'est de pouvoir les insérer dans ce backlog et de pouvoir les prioriser. Donc, pour pouvoir les prioriser, on a, nous, identifié des indicateurs. Donc, le premier, c'est le scoring. Justement, pour essayer de ne pas faire tout ce que les clients demandent, qui peuvent être parfois très éloignés de ce qu'on veut faire. Donc, nous, on estime que c'est une richesse. Alors, attention, ça peut être aussi un gouffre. Et il faut savoir, il faut pouvoir doser, il faut pouvoir avoir des indicateurs fiables sur est-ce que la fonctionnalité est vraiment attendue ou pas. Donc, en gros, on a un système qui est mis en place où chaque personne identifiée juste avant renseigne des demandes et plus la demande est formulée. Donc, ça incrémente un compteur. Alors, du coup, je voulais juste préciser un truc. Ça sert à rien d'appeler le support tous les jours pour faire monter le compteur parce qu'on fait un dédoublonnage. Ensuite, on a aussi une technique, alors on le fait rarement, mais ça peut arriver, c'est-à-dire qu'on va enlever un item du backlog, parce qu'on estime par exemple que potentiellement, entre-temps, une nouvelle fonctionnalité qu'on a créée y répond déjà, ou en partie. En enlevant un item, on va voir si la demande revient. Normalement, si c'est attendu, ça va revenir de nouveau. Et ensuite, on a la notion d'incrément et d'itération. Souvent, ça arrive de temps en temps sur des fonctionnalités. Ce qu'on a fait par exemple sur la banque V2, c'est qu'on on ne va pas développer tout ce qu'on a en tête, on va développer une partie de ce qu'on a en tête. Et ensuite, on va reprendre les feedbacks des clients pour pouvoir s'adapter et aller dans la bonne direction. Parce que nous, peut-être que notre vision ne correspond pas à l'attente du marché, ce qu'on a vu un peu plus haut. Donc là, l'idée, c'est de produire ce qu'on appelle un PMV, un produit minimum viable. Donc là, c'est aussi ce savant dosage de jusqu'où on va et jusqu'où on propose ce PMV, et de se nourrir en fait des feedbacks pour aller vraiment dans ce qu'attendent nos clients. Pour illustrer ça, il y a une image qui est très connue. Bon, j'ai pas trouvé quelque chose de bonne qualité, donc j'en suis désolé. Mais on peut voir l'approche itérative qui est la partie basse qui s'inspire de Scrum, et la partie haute qu'on appelle plutôt en cascade. L'idée dans la partie Scrum, c'est de pouvoir toujours avoir un produit utilisable. Donc le fameux PMV, produit minimum viable. Là, on voit que le but était de se déplacer d'un point A à un point B. On a été capable à un moment donné de livrer un skate, ça suffisait. Après, on a proposé une trottinette, puis un vélo, et ainsi de suite. Et finalement, le client nous a amené jusqu'à une voiture décapotable, mais à tout moment de notre livraison et de notre production, il a été capable d'utiliser le produit. Alors, moins avec contentement, mais dans la partie 1, quand on vous livre une roue, clairement, ça sert à rien. Et là, c'est très déceptif pour tout le monde. Ensuite, on a le cadencement. Il me reste 5 minutes, c'est ça, Anaïs? Non, il te reste 2 minutes, Olivier. Aïe, aïe, aïe. Alors, du coup, on a donc le cadencement, c'est donc comment on va prioriser tout ça. Qu'est-ce qu'on sort en premier? Est-ce qu'on fait un dev plutôt qu'un autre? Donc ça, c'est une décision qu'on prend entre nous. Donc là, on a déjà, selon notre effectif, on a des problèmes, par exemple, l'été, quand il y a les congés de tout le monde, qu'est-ce qu'on sort, à quel moment on fait telle feature. On a des échéances réglementaires, on a des évolutions technologiques, on a aussi des opportunités marché. Donc c'est ça qui nous permet déjà de caler certaines dates dans notre roadmap.
Ensuite, on se pose la question de qu'est-ce qui est standard ou spécifique. Donc, est-ce que c'est dans l'intérêt du produit? Est-ce que la demande qui vient est dans l'intérêt du produit? À quoi ça peut servir d'autre? Est-ce qu'on peut, par du paramétrage, la configurer ou non? Et ensuite, on va regrouper ça par type. On va faire des blocs vente, achat, banque, et on va avancer sur plusieurs sprints sur la même notion. Je voudrais juste terminer, je vais faire très rapide, je te promets Anaïs, sur annoncer des dates. Et je vais essayer d'expliquer tout le problème d'annoncer des dates. Donc, dans Scrum, tout est fondé sur la conviction que le développement logiciel est une activité par nature non déterministe et que l'ensemble des activités de réalisation d'un projet complexe ne peut être anticipé et planifié. Donc, ça répond à 4 points qu'on a chez nous. Alors, la première, c'est qu'effectivement, personne aujourd'hui est capable de prédire l'avenir. Qu'on a des aléas. Donc, on a des aléas techniques, on a des aléas fonctionnels, on a des aléas qui viennent de partenaires externes avec qui on veut travailler. Ensuite, on a la notion de go-no-go. Alors, ça passe dans plusieurs bacs chez nous. On a le bac du développeur, le bac du testeur, le bac de la validation et le bac de la qualification, qui peuvent à chaque moment ne pas partir en prod ou on se dit revoir notre copie. Et on a par exemple, qui aurait pu prévoir le confinement, impossible de le prévoir. J'ai mis une petite image qui permet de voir que généralement, du côté du client, le plan qu'on imagine, c'est un plan merveilleux. C'est un peu le monde des bisounours sans embûches. Et on a l'expression chez nous qui dit que la réalité, c'est plutôt chaotique avec beaucoup de problèmes et on se confronte au mur de la réalité. Je voudrais juste insister sur ce dernier slide, sur le périmètre. Donc, quand on annonce des dates, on ne peut pas dire livrez-moi cette fonctionnalité à telle date. C'est complètement à l'inverse de ce qu'il faut faire. Par contre, on peut axer ça sur une donnée fixe et l'autre qui est variable. Donc, à périmètre fixe, on peut donner une date variable, c'est-à-dire qu'on veut livrer absolument cette fonctionnalité et on demande donc au PO de dire sur quelle fourchette par rapport à votre vélocité vous êtes capable de fournir ça. Donc là, on pourra dire entre début septembre et fin octobre. Ou alors, à l'inverse, on dit on doit absolument livrer à cette date-là. Donc, quel périmètre on peut livrer dans le temps imparti. Donc là, c'est pareil, on va dire à minima, on va pouvoir livrer ça et au maximum, on va pouvoir livrer ça. Voilà. L'idée, c'est de vraiment se baser sur l'expérience. Donc, nous, la réponse d'Evolis, c'est de ne pas donner de date, de découper l'objectif global en petits incréments. Donc, c'est pour ça qu'on découpe nos sprints en une semaine pour voir, prédire quelque chose à une semaine, c'est quand même beaucoup plus simple que prédire à 4 mois. Et d'estimer ça sur la vélocité et donc de prédire une semaine, je viens de le dire. Voilà. En tout cas, je confirme à tout le monde que les suggestions de demande d'évolution qui ont été faites sur le webinaire juste avant seront bien intégrées à ce processus et qu'elles te seront toutes transmises. Exactement.